Appropriation culturelle. Appropriation culturelle live. Bienvenue tout le monde, les gens qui nous écoutent sur Facebook en ce beau dimanche. Merci C'est d'être là les avec beaux nous. dimanches. On ramène les beaux dimanches, Pierre-Marc. Yes, c'est rendu la nouvelle version 2022, revue corrigée sur Internet. Les Beaux Dimanches avec Pierre-Marc et Mathieu. Ouais, ça pourrait être ça. Ça pourrait être un beau concept. Beau dimanche 2.0. On vient de trouver un titre au show. Parce que vous avez remarqué, Benoît n'est pas là. Pourquoi il n'est pas là? Ben parce qu'il est là. Il est comme en arrière de la caméra. Je suis là, mais en arrière de tout le Moi, monde. j'arrête pas de le voir. Il est à la régie. Ça va bien, Benoît, à la régie? Ouais, ça correct. Puis pas trop coincé dans le fond de la pièce. va, correct. Ça va. C'est rassurant. beaucoup de choses à penser. Ouais, fais attention, je vois qu'il y a plein de fils autour de toi. Fais attention à toi, Ben. C'est ça. On veut que Non, tu ailles en fond pour le reste Ça du va show. bien, c'est bien le fun. Je pense que tout va bien. C'est Yes. notre un premier live dans notre nouveau studio, premier Facebook Live avec régie complète. Donc, Mhm. il y a un Avec des petit belles stress planches de quand même. vénir, puis tout, c'est cool. Là. Ouais, confortable, c'est cosy. super confortable. Puis, si on est là, c'est parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles dans les dernières semaines, enfin. Ah ouais, le convoi de la liberté est arrivé? Ouais, mais ils sont en train de se faire sortir en ce moment. là. C'est ça la bonne nouvelle, ok. Mais on va pouvoir retourner en salle. Hein? En salle de spectacle. On va pouvoir aller voir des spectacles. Des spectacles d'humour, des spectacles de théâtre, des spectacles de danse. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène au podcast d'aujourd'hui. Grâce au Théâtre des Esquerres et au Théâtre du Cuivre qui nous permettent de découvrir une artiste en danse qui est originaire de la région. Ah ouais? Et donc, elle va être en tournée dans la région dans les prochains jours, prochaines semaines. En fait, elle va venir 2 fois, là, dans 2 blocs, là, faire un petit peu la tournée des salles de la région. Et j'ai nommé mademoiselle Élise Bergeron. Bonjour, Bonjour Élise, comment ça va? ça va bien, toi? Ben oui, super bien. Tout d'abord, on l'a dit en intro, c'est la reprise des spectacles. J'imagine que comme artiste de la danse et artiste en général, de toute façon, ça doit être assez le fun. Là. Ça doit être un meilleur mood que le 31 janvier, mettons, que le 31 décembre. C'est un très grand soulagement. Ouais. C'est énorme dans la pratique, tu sais, les spectacles. Puis, en tout cas, dans mon cas, moi, ça a été vraiment problématique. Comme j'avais beaucoup de spectacles prévus en janvier qui ont tous été annulés. C'est comme quand même 21 spectacles. Ouais. C'est 21 énorme. spectacles en un mois. Comme- c'est- Quand j'ai appris ça le 20 décembre, là, c'était pas... Ah. C'était pas mon meilleur Noël, mettons. Ça, c'est tranquillement. Mais là, on est vraiment, vraiment chanceux. Tu sais, on y croyait pas, là, en fait. On croyait pas à cette réouverture de salle-là. Puis, on est vraiment, vraiment chanceux parce que nous, avec la compagnie avec qui je travaille, que je vais venir vous visiter, notre premier show, c'est le 8 février, puis les salles réouvrent le 7. C'est On fou. était comme, Parmi les pionniers qui vont reprendre le travail. Parce que moi, c'est ça, cet automne, c'était le déconfinement général, un peu bien des affaires, puis beaucoup de spectacles qui avaient lieu, mais beaucoup de spectacles qui se bookaient pour le futur. Puis là, de redébooker ça encore, c'est comme de revivre le même pattern, le même marasme que toutes les 2 dernières années. Fait que ça doit être, tu sais, ouais. c'est C'est qu'il y a dégueulasse. comme, il y a comme un petit trauma d'installer quand même. Là. Tu sais, on le sait ce que ça l'amène. Oui, OK, c'est des annulations de spectacles, c'est des sous, mais c'est aussi une perte de sens là, pour nous. Tu sais, en tant qu'artiste, c'est comme qui suis-je si je peux pas faire ma pratique. Tu sais. On me dit que je suis inessentielle, OK, je peux accepter, mais en plus, je peux juste même pas pratiquer par moi-même. C'est vraiment difficile. Parce que danser tout seul dans son salon, c'est pas pareil, j'imagine. Pas pareil. On finit par le faire. Là. Je le fais là, dans ma chambre. Là. Ouais. Pas le choix. Pas le choix. Mais on s'entend que l'art, c'est le partage à la base. Fait que, Il y avait justement une espèce de vague. Il y a beaucoup d'artistes qui ont lâché carrément le métier. L'as-tu le senti autour de toi? Y a-tu des collègues qui ont dit, moi, fuck it, là, j'arrête, puis on... Je vais aller Ça sauver va des faire autre poutines chose. déjeuner à l'exu. Oui, quand même. Tu sais, il y a le regroupement québécois de la danse qui ont fait un sondage, là, puis il y avait quelque chose comme 52% des danseurs Oh shit! à Montréal, puis
pas juste à Montréal, mais Au Québec. au Québec, ouais, qui envisageait un changement de carrière. C'est énorme. C'est la moitié, c'est plus fou, que la moitié du milieu, tu sais. Ouais. Mais ce que j'ai senti beaucoup autour de moi, c'est des gens les gens ont eu besoin d'aller chercher des portes de sortie un peu, là, d'aller chercher d'autres passions, puis d'aller chercher d'autres manières de s'investir. Ouais. Peut-être des petites bouées de sauvetage, là, en fait. Là. Mhm. Ouais. Moi aussi, en fait, là, je l'ai fait. Ouais, c'est quoi tes bouées de sauvetage que tu as trouvées? Est-ce que tu serais parti si ça serait pas reparti? Mais je pense pas que c'est vraiment des bouées de sauvetage, là, mais je me suis trouvé des nouvelles passions. OK. OK. Tu t'es mis au Parce que jardinage. moi, je croyais que qu'on allait revenir et tout. Là. Je suis une belle grande naïve dans la vie. Là. J'aime beaucoup croire aux choses. Ouais. Mais je me suis découvert de nouvelles passions. Je me suis découvert une passion pour les oiseaux. OK. Ah ouais? Quand même. Ouais, je savais pas. Mais je me suis mis à identifier les oiseaux et puis à les reconnaître par leur chant. Nice. Ah ouais, OK. Des choses qui servent à rien, là, mais c'était vraiment nécessaire. Surtout dans la première vague, là, on était au printemps, puis là, c'était la migration et tout, là, c'était génial. Ouais. Ça permet, j'imagine que tu as pratiqué ça en t'évadant dans la nature puis en oubliant un peu tout le contexte. Tu sais, ça devait être un bien de pouvoir se dire, je pense juste aux oiseaux. Là. Ouais, un grand échappatoire. Mais en même temps, tu sais, là, je l'ai encore, là, cette envie-là, même si je travaille. Puis, je sais pas, il y a quelque chose qui m'émeut vraiment beaucoup dans les oiseaux. C'est comme des petits trésors que tu découvres. Puis là, t'es comme, avec tes jumelles, j'ai l'impression d'être une exploratrice, là, d'être comme, yeah! Faire des grandes trouvailles, tu sais, mais... Ton chapeau d'aventurier, puis... Mes shorts, là. Mais peut-être que ça va t'inspirer dans ton métier d'artiste de la danse, parce que l'oiseau en tant que tel, ça a du mouvement. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça pour un prochain spectacle. Peut-être. Mais oui, mais entre autres. Élise Bergeron en migration. Je vois déjà le spectacle. Je vais me proposer comme metteur en scène. Ah ouais? Très bien. Mais tu vois, une autre de mes passions, ça a été de commencer à identifier les plantes aussi. Parce que là, à un moment donné, je pouvais plus identifier les oiseaux, il y avait trop de feuilles. Fait que je me suis dit, je vais me tourner vers les plantes. Puis là, ça a été un autre gros trip. Tu sais, c'est juste, dans le fond, c'est un peu le même principe. C'est juste que le regard, plutôt que d'être vers le haut, il est vers le bas, tu sais. Puis, mais là, il n'y a pas de chant qui vient avec les plantes, mais... Il y a vraiment... en tout cas, il y a beaucoup d'informations à propos des plantes par rapport à l'utilisation qu'on en a faite jadis. Ouais. Puis sur les propriétés médicinales, sur des traditions. Puis là, je me suis mis à étudier ça, puis à triper. Puis ça, je l'utilise dans une prochaine création. Ah ouais, OK. Ouais. Ah, super. Ouais. Parfait. OK, cool. Puis on va pouvoir voir ça bientôt ou c'est plus un projet à long terme? Un projet à long terme. Je suis encore dans des recherches de trip, d'essayer de devenir une plante. Qui danse au vent. Je connais des plantes qui pourraient t'aider, mais on s'en reparlera hors d'onde. Je pense que j'ai déjà été capable de devenir une plante, parce que c'est ça, c'est une autre expérience. Amos, en plus, on est un petit hub cannabis, fait qu'on on a des bonnes plugs. Il y a des bonnes plantes à Amos. Il y a de plus en plus d'entreprises. Beaucoup d'imagination. Parlons-en, rentrons dans le sujet. Donc, c'est le retour à la scène dans les prochains jours, le 8 février, avec le spectacle Paysage de papier, un spectacle pour enfants. Parle-nous-en un peu, qu'est-ce que ce spectacle, puis comment on s'adresse aux enfants par la danse? Comment on les accroche avec un spectacle de danse, les enfants? Wow, c'est plein de bonnes questions. Là, je vais commencer par te parler de Paysage de papier. Paysage de papier, c'est un spectacle pour enfants qui a été créé par la compagnie d'Estelle Clarton. Ce spectacle-là, moi, en fait, j'ai pas fait partie de la création, je suis en reprise de rôle. Ouais, OK.
Ouais, donc c'est un rôle que je vais partager avec une autre personne au courant de la saison, qui est Marianne Gignac. Puis, ben, cette pièce-là, c'est en fait trois danseurs, 2 gars, une fille, mais ça varie, le cast, il varie. Et puis, on est des frères et sœurs, puis on s'amuse avec un grand papier qui vient prendre plein de formes différentes. OK. 2 sortes de papier, un papier vraiment, c'est ça, qui vient prendre beaucoup de formes. Fait que c'est comme beaucoup par rapport à trouver l'imaginaire avec peu, tu sais. Un papier, comme comment on peut s'amuser avec ce papier-là. Puis tout le rapport à la texture, au pli, on fait de l'origami, on fait créer plein de jeux, on joue ensemble. Fait que c'est tout ce rapport-là de être ensemble, trouver des solutions ensemble, créer ensemble, créer dans un imaginaire commun ou différent, mais de comprendre l'autre à travers le jeu puis l'imaginaire. Puis il y a aussi tout un volet qui aborde les émotions, entre autres l'anxiété. Puis ça, c'est... Ouais. on aborde un peu justement, comment exprimer cette anxiété-là, puis que l'anxiété existe, elle est présente, la nommer, mais qu'il y a des solutions, puis qu'on peut ensemble être des piliers l'un pour l'autre. Ça, je lisais que l'anxiété chez les enfants est de plus en plus présent. C'est pas nouveau de la pandémie. C'était avant? Ouais. C'est qu'est-ce qui a créé ça? As-tu une piste de réponse là-dessus ou avez-vous exploré ça un peu? Ou... Ben, tu vois, comme moi, je n'étais pas dans la création et tout, fait que j'ai pas. Mais tu sais, je veux dire, je sais pas ce qui crée cette anxiété-là, mais il y a beaucoup l'idée de, tu sais, la performance, là. On est de plus en plus exigeant envers nous-mêmes, donc envers nos progénitures. Hein. Comme, on est quand même dans un cycle qui est très, très rapide, là, dans notre société, puis on s'en rend même pas compte, tu sais. J'ai eu tant de likes sur mon TikTok, j'ai eu tant de followers sur mon Instagram. Ça commence jeune, là, c'est... Ouais, puis tout ce rapport-là aussi à l'image, très tôt, là, on est confronté très, très tôt à notre image maintenant, comme à justement l'appréciation des autres, le regard des autres sur nous. Comme je pense que ça fait monter beaucoup l'anxiété. Puis c'est aussi, tu sais, notre cerveau, il est pas encore, il est pas assez développé pour prendre toute cette information-là. Là. C'est énorme. Quand tu passes ton feed Facebook, là, il y a tellement d'informations que tu reçois. C'est fou. C'est un 10 secondes vraiment bombardé. Là. Ton cerveau, il a vu des affaires. Là. Il a vu de la danse, il a vu des bobettes, il a vu un jeu vidéo, il a vu whatever. Là. Ben ouais, fait imagine, tu sais, un cerveau qui est encore en train de se développer, comme... C'est trop d'informations. Je pense que c'est ça qui crée l'espèce de FOMO, là, de fear of missing out, tout le temps, comme cette impression de jamais arriver à quelque chose de concret aussi. Tu sais, c'est rien, des écrans, là. C'est pas tangible, tu sais. Comme toute cette information-là, je pense que c'est énorme à computer, tu sais. T'as l'impression d'avoir un contact, mais ce contact-là, il tient à pas grand-chose. Tu sais, t'es vraiment... C'est plus qu'éphémère aussi. Ouais, c'est ça. Puis tu lis des atrocités, des fois des commentaires haineux, puis ça passe de même, puis c'est pas grave, on passe au prochain, tu sais. C'est quasiment mieux des fois de dire c'est pas grave parce qu'à un moment donné, justement, là, l'anxiété, ça serait probablement fois 1000 parce que là, s'il faut que tu prennes ça sur tes épaules, watch out demain, là, mais ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai qu'il faut arrêter, c'est justement là, la folie TikTok, entre autres, puis les Reels Instagram, puis de réaliser à quel point tu peux être absorbé là-dedans, puis ça fait 1 heure que tu regardes ça, puis tu as l'impression que ça fait 15 minutes, mais tu as perdu 1 heure de ta journée pour ça, là, ça fait peur un peu, là, comment c'est fait pour nous accrocher comme ça. Là. Ouais, vraiment, vraiment. Puis comme un enfant, c'est encore pire. Ouais. Moi, je le constate quand même, là, les moments où, tu sais,
où je suis occupée à autre chose ou que je perds pas mon temps sur du rien, là, sur du Facebook ou du... Comme je le vois dans ma manière d'aborder puis de m'apprécier, comment c'est différent, tu sais. Comme, Ouais. je sais Ouais, je comprends. C'est difficile à expliquer, mais ouais, je comprends le feeling de faire quelque chose qui est réel, qui est pas... Là, je veux pas paraphraser le monde est virtuel, là, mais de Serge Fiori, là, mais ouais, justement, le contact humain, puis tu sais, Juste de les- s'accomplir. puis dans les 2 dernières années, de juste tout le temps se parler par téléphone, puis tu sais, puis par vidéo, puis Ouais. c'est ça, comme là, tu sais, ben là, en même temps, là, ça a ses bons côtés aussi, parce que, bon, comme là, on fait un podcast pour parler de ton spectacle qui s'en vient. Tout est à Montréal, nous, on est en Abitibi, puis on peut se parler relativement bien, puis avoir un contexte real, tu sais, pas juste de discussion rapide, là. C'est vraiment, c'est une vraie discussion, puis on se ramasse à parler à des choses plus importantes, puis moins insignifiantes, peut-être, là. Ça Ouais. a trop Mais d'importance tu sais, à mon propos. ça Je a pense que clairement ouais. ses avantages, là, clairement, tu sais. Mais avoue que si on était face à face, le rapport serait vraiment différent, tu sais. C'est sûr. Comme notre connaissance ou comme notre lien serait vraiment plus fort que là. En tout cas, j'ose pas. Ouais, puis juste le rythme de discussion aussi est comme plus naturel quand la personne est en face. C'est plus facile de rebondir puis de discuter pour avoir un vrai flux d'énergie qui circule puis qui est plus clair, du moins. Mm-hmm. C'est cool, on est juste trois, ça va mieux. Puis moi, je suis à côté de Mathieu, on n'est pas que ça accélère les choses un peu, mais c'est sûr qu'il manque... il manque le petit côté tangible, le côté vraie personne à côté d'une table avec nous qui prend une coupe de vin. Hey, imagine, au début de la pandémie, on faisait des zooms de podcasts à 4, chacun dans nos C'est petits ça. écrans. J'ai haï ça pour mourir. Pire que J'ai haï pire. ça pour mourir. Enfer. Mais ouais, c'est ça. C'est assez bon côté, mais c'est ça. C'est à petite dose, puis il faut le gérer. Comme, tu sais, TikTok, justement, c'est pas tout négatif non plus. C'est créatif pour les enfants aussi. Il y a des enfants qui sont super créatifs là-dessus, puis avec leurs parents, ils ont fait des liens, ils ont tissé des liens, mais ça reste que ça crée justement une volonté de, ben là, j'ai pas eu de likes sur celui-là, puis l'autre, j'ai eu des likes, puis là, ben là, je vais essayer de faire mieux, puis pourquoi s'imposer ce stress-là, puis ça t'apporte quoi au final, tu sais? Mm-hmm. Puis, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça, la créativité, là? Je veux dire, comment ça qu'on met autant de compétition sur ce qui est par rapport à l'idée de s'exprimer, tu sais, je veux dire, moi, mes meilleurs moments quand j'étais jeune, c'est quand je faisais mon bricolage toute seule à coller des trucs, à me couper des cheveux pour faire des cheveux de poulet, tu sais, comme... Tes parents devaient être contents. Oui, tout fait, là, comme ça, le monde en demande. Tu sais, c'est ces moments-là où c'est comme des moments qui servent à rien, comme dans le sens où qui vont pas mener à quelque chose, c'est juste s'accomplir dans le moment, tu sais, présent, sans être en compétition avec d'autres, avoir un plus beau dessin ou un plus beau collage ou une plus belle danse. Tu sais, je trouve que c'est vraiment important puis que ça manque, tu sais, dans notre quotidien. Faire des choses inutiles, c'est nécessaire. Puis je sais pas si tu as eu l'occasion de faire le spectacle souvent, mais est-ce que tu sens que les jeunes attentifs à ce message-là, ou tes collègues, est-ce qu'ils t'en ont mentionné un peu? Est-ce que la réponse des jeunes par rapport au spectacle, ça ressemble à quoi? Ben écoute, moi, ça va être la première fois que je vais le danser quand je vais être en Abitibi. En fait, c'est pas vrai, la deuxième fois que je vais danser. Ma première fois que je vais réellement le danser devant un public, ça va être le 8 février à l'Assomption. Mais c'est ça, moi, je devais faire les spectacles en janvier, qui a tout été annulé. Ouais. On a finalement fait une captation du spectacle, mais j'ai pas eu la chance encore de le faire devant le public. Mais par contre, j'ai eu la chance de le voir en spectacle, puis d'être entourée justement d'enfants, puis de voir leur réaction. Puis ce spectacle-là, il est quand même, moi, je trouve qu'il est quand même vraiment particulier parce qu'il est très... le rythme est quand même lent, puis il est très dans la contemplation, puis dans la texture, dans les éclairages, dans le son, puis il est beaucoup dans les sensations. Fait
les enfants, souvent, en tout cas, de ce que je ressentais quand j'ai vu le spectacle, ils étaient ils étaient très comme attentionnés, mais sans être dans un rapport de juste être divertis. OK. J'avais l'impression qu'on vivait un très grand voyage ensemble. Ah oui, OK. Oui, parce que c'est ça, il y a ça justement que les enfants aujourd'hui ont accès à toutes sortes de choses, ont beaucoup d'écrans. Pour les captiver, comment on s'y prend pour un public jeunesse dans un show de danse? Est-ce que tu as la recette pour ça? Ben, je pense pas qu'il y ait de recette. Je pense qu'il y a plusieurs essais. C'est sûr que, tu sais, il y a des recettes comme faciles, dans le sens où il y a moyen de mettre de la grosse musique, du gros beat, faire de la danse ultra énergique, puis comme ça. Sauf que ça, c'est quelque chose qu'ils connaissent déjà, tu sais, qu'ils voient, puis qu'ils sont toujours entourés de cette manière-là. Je pense que, tu sais, les enfants, ils sont intéressés quand ce qu'on leur propose, nous-mêmes, on est intéressés par. Donc, si on est vrai dans notre manière d'être sur scène, puis de livrer le spectacle, puis si on est intéressé nous-mêmes par ce qu'on est en train de faire, je pense que c'est la bonne manière d'amener l'attention, tu sais. Parce que ça, c'est un spectacle de danse contemporaine, dans le fond. C'est ce qu'on pourrait appeler de la danse contemporaine. Donc, qui est souvent peut-être un art qui n'est pas le plus accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Ça peut faire peur, des fois, de dire « je vais aller voir un show de danse contemporaine » parce qu'on ne sait pas toujours à quoi se lancer. Mais justement, mais là, on vise un public jeunesse avec la danse contemporaine. C'est quand même... c'est quand même un statement. C'est gros quand même, là, comme... Ben, tu sais, je pense que les enfants sont quand même plus ouverts. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr, exact. effectivement. Ouais. Puis, tu sais, parce qu'ils se posent pas de questions sur qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que... Il n'y a pas de label pour eux autres. Là. Non, ils vivent, tu sais. Ils traversent tous les états avec nous. Ils sont dans leurs émotions, ils sont proches, ils sont dans le rire. Tu sais, il y a beaucoup de... c'est ludique aussi, ce spectacle-là. Tu sais. Fait qu'ils se permettent de tomber dans l'imaginaire. Alors qu'un adulte, souvent, on a besoin de comprendre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai, si on comprend pas, on suit pas. Alors qu'on peut juste se laisser aller là-dedans, puis après ça, on se posera les questions qu'on a à se poser si on veut. Exactement. Attendre la fin de l'œuvre pour essayer, au pire, peut-être pas essayer de la comprendre, mais... Mais tu sais, des fois, c'est pas juste de comprendre, c'est aussi juste de ressentir, de le vivre. C'est le même principe que si je vais dans une galerie d'art, puis je vois des tableaux, puis il y en a de l'art là, que je sais pas c'est quoi, puis je comprends pas, mais quand je prends le temps d'arrêter, puis je la regarde, ben, je ressens quelque chose. Je sais pas quoi exactement, mais je ressens quelque chose, donc l'œuvre a fonctionné. C'est un peu ça, mais, parce que des fois, on s'entend, là, ça a l'air de rien. Là. Oui. Mais c'est ça. C'est juste de... C'est ça. Comme on disait au début, de s'arrêter, de pas juste avoir quelque chose de 15 secondes, un résultat, puis on passe au prochain. Non, tu sais, de vraiment prendre le temps d'absorber tout ça. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, je sais pas, la vie, je trouve qu'elle est multiple, dans le sens où il n'y a pas juste une manière de voir la vie, puis de traverser la vie, tu sais. Justement, comme cette idée de s'arrêter, puis de prendre le temps de ressentir, puis de pas savoir ce que tu es en train de ressentir, mais que tu es en train de ressentir quelque chose, c'est déjà énorme. Puis cette sensibilité-là, elle est importante aussi. Ça fait du bien. Elle nous apprend plein de choses inconsciemment. Ouais. Il y a comme un confort, je sais pas, là-dedans. Il y a quelque chose de réconfortant de dire... à ce moment-là précis, j'ai été moi seul avec l'œuvre, avec le poème que la personne a récité, avec le tableau, avec la pièce de danse, la pièce de piano. Entre autres, moi, j'ai eu longtemps la musique. S'il n'y avait pas de paroles, moi, ça ne marchait pas. Là, tant qu'ément, j'essaie.
Moi, vois-tu, la musique porte-parole, j'ai toujours adoré ça. Ouais. Parce qu'il justement, ils t'amènent où ce qu'ils veulent, puis c'est ton imaginaire qui fait le chemin. Les autres, ils te font une proposition, puis ton imaginaire fait le reste du chemin. Fait que tu sais, t'entends une tune, tu fais j'ai l'impression d'être sous l'eau, j'ai l'impression d'avoir des trucs. Fait comme ton esprit fait juste vaguer sur la tune, puis ça fait 20 minutes qu'elle joue, puis tu fais c'est fini. C'est une méditation assistée par de la musique buzzante. Ça n'a pas encore un lien avec les compagnies d'Amos, là? Oui, mais ça a resté, même si tout ça a changé, reste que souvent c'est ça. Les œuvres musicales qui n'ont pas de parole, qui sont juste de l'expérimental, c'est qu'il y a une façon de passer le message que tu le vis, puis tu fais juste écoute-les, ressens-les, vis-les, puis tu vas voir ce que ça t'apporte, puis c'est cool. Ressens-les, prends le temps. Je suis un néophyte de la danse, là. Je peux pas dire que j'ai déjà vécu ça avec la danse, malheureusement, mais... Mais tu sais, en soi, pour moi, c'est un peu le même rapport que de la musique expérimentale, la danse contemporaine. Tu sais, on est dans une abstraction, au final. Puis cette abstraction-là, comme laisse beaucoup de possibilités d'interprétation pour le public. Tu sais, justement, ça donne de l'espace pour comme aller chercher différents imaginaires, différentes émotions, différents ressentis. Pour moi, c'est vraiment trippant, la danse contemporaine ou l'art abstrait. Tu as 100 personnes dans la salle, tu vas leur demander, il va y avoir 100 perspectives différentes de ce qui s'est passé dans ton spectacle, dans le fond. Comment? S'il y a 100 personnes dans ton spectacle, les 100 personnes à qui quand tu vas leur parler vont avoir des perspectives différentes de ce qui s'est passé et de ce qu'ils ont vécu. T'sais. Ben oui, tout à fait, parce qu'ils ont 100 vies différentes. Ils ont 100 expériences différentes, ils ont 100 références différentes. Donc, c'est génial. Oui. Ah, puis plus j'y pense, c'est vrai que le public enfant est mieux placé qu'un adulte pour regarder de l'art comme ça. Parce que, tu sais, quand on était jeune, moi, je me faisais un monde avec des petits blocs bleus puis verts, puis de la pâte à modeler, puis je pouvais partir dans mon monde pendant 4 heures, puis, tu sais, comme adulte, on n'accepte pas de partir comme ça. Notre esprit est beaucoup plus ancré dans le réel. C'est ça. Il y a une table, il y a un char, il y a une job, il y a une vie, il y a des dettes, il y a des... Faut que ça soit dit, faut que ça soit nommé, puis c'est comme ça que l'anxiété se crée, parce qu'on n'accepte pas de prendre le temps puis de vivre le moment présent. Exact. Mm-hmm. On va tirer des leçons dans ce podcast-là. C'est sûr qu'on va tirer des leçons. Dans nos beaux dimanches 2.0. Puis tu sais, si on retourne un peu dans ton parcours, tes choses, parce que tu viens de l'Abitibi, qu'est-ce qui t'a apporté en danse contemporaine en habitant en Abitibi? Tu devais pas triper ses skidoo, ses 4 roues, puis aller faire la chasse, puis tout ça, là. J'ai trippé quand même, mais je t'avoue que... tu sais, mon père, il me disait tout le temps, c'est une petite fille de la ville, ça. Ah ouais? Ouais, c'est vrai. Mais pourtant, comme là, je suis en ville, puis clairement, je suis une fille de bois. T'sais. Les oiseaux, la nature, les plantes. Les plantes. C'est ça. Ça revient, là. T'sais. T'es une fille de nature, finalement, ou t'es une fille de contraste? À chaque fois que tu t'en vas quelque part, tu veux juste savoir le contraire. Je suis une gémeaux, fait que je fais juste tout le temps voir l'opposé de ce que j'ai. C'est ça. Fait que ouais, mon parcours, en fait, là, très jeune, j'ai été plongée dans la danse récréative à Val-d'Or. Ma mère, elle m'a inscrite, là, je m'en souviens encore, là, j'avais 3 ans, à mon premier cours de danse. C'était de la danse créative. C'était avec le Centre de musique et de danse de Val-d'Or. Oui. On les salue. On les salue. Ça a été ma base. Puis eux, ils sont tripants. J'avais des profs tripants. Je me souviens que j'avais... Attends, comment elle s'appelait? C'était Cindy Charrette, je pense, son nom. Je me souviens, j'étais en amour avec elle. Elle était tellement belle. Puis je voulais devenir aussi bonne que cette prof-là. Puis là, à l'adolescence, moi, j'ai continué tout le temps. C'était comme... C'était une évidence. Là, dès que ma mère, elle m'a inscrite parce que j'étais toujours en train de danser. Comme... La danse, ça fait partie de moi, en fait. Je pense que c'est aussi beaucoup dû à ma mère, là, qui, quand elle était enceinte de moi, elle dansait dans ses cours de ballet jazz. Les hauteurs roses. C'est souvent par là qu'en Abitibi, ça commence, dans le fond. C'est souvent la première porte d'entrée, du moins à l'époque. Oui. Ben ouais, c'est ça. Fait que, c'était comme une obligation. Puis quand j'étais jeune aussi, je suis encore là, mais je suis super timide. Fait que
pour moi, la danse, ça a toujours été une manière de pouvoir m'exprimer, tu sais, puis de pouvoir prendre mon espace, prendre ma place. Mais ouais, c'est ça. Quand j'étais ado, là, j'ai eu une prof vraiment tripante qui s'appelle Catherine Lessard, qui est encore au Centre de musique et de danse. Puis elle était vraiment tripante. Elle était déjà partie à Montréal. Tu sais, elle avait fait ses études à l'UQAM. Puis elle était revenue. Puis là, elle était dans un imaginaire. Là, vraiment, on était dans de la danse contemporaine, expérimentale. On n'avait pas de compte. On dansait dans notre expression. Tu sais, on était vraiment dans nos émotions. Puis ça m'a full allumée. Puis... ouais, c'est comme devenu à un moment donné une évidence que je pouvais pas faire autre chose que ça. Mais en fait, je savais pas que je pouvais en faire mon métier. Ouais. Je l'ai découvert parce que la première fois que j'ai été en contact avec la danse professionnelle, la danse contemporaine professionnelle, c'était avec Margie Gillis qui était venue à Rouyn-Noranda donner un spectacle. Puis elle, c'est comme... C'est un pilier là, dans la danse moderne au Québec. Puis elle était venue à Rouyn, puis elle avait donné un stage. Puis je me souviens encore de cette dame, là, tellement d'une grande générosité, puis d'une grande passion. Puis ah ouais, son stage a été vraiment marquant pour moi. Puis après, je l'ai vu en spectacle, puis j'ai compris, on dirait, tout ce rapport là, de pouvoir s'exprimer par la danse, puis de pouvoir interpréter la danse. Puis à partir de ce moment-là, c'est là qu'il y a comme eu un déclic, là, que c'est ça que je vais faire de ma vie, tu sais. Ça va être ça, mon métier. S'il y a des gens qui sont capables de le faire, moi aussi, je peux le faire. Mm-hmm. C'est quand même un gros gamble. C'est souvent tous les métiers qui sont de base artistique représentent un certain risque là, quand même. Mm-hmm. Beaucoup, beaucoup. Ben, ouais, puis tu sais, je pense que c'est beaucoup ça aussi qui me retenait là, à la base, où j'étais comme, est-ce que c'est réellement un métier? Comme, est-ce que je peux vraiment en vivre de ça? Puis en même temps, tu sais, à toutes les fois que je parlais, qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais là, je voulais pas faire ça. Je voulais pas être dans un bureau, je voulais pas avoir une job de 9 à 5, je voulais pas, tu sais, il y avait comme tout le temps plein de choses qui faisaient que, ben, je veux pas ce genre de vie-là cadrée, comme ça m'interpelle pas, comme si je me reconnais pas là-dedans. Mm-hmm. Puis, ouais, j'ai fait le choix d'y aller, de me plonger, puis d'essayer. Même si je savais que ça allait, j'avais été mise au courant, là, que j'allais être pauvre, que j'allais, tu sais, que ça allait être difficile, que j'allais toujours être en train de me chercher du travail. Puis en même temps, je pouvais pas m'imaginer faire autre chose que danser. Fait que je suis partie de l'Abitibi. Après. Mais aussi, j'avais des exemples quand même. Là, j'ai eu des modèles. Il y avait Audrey Juteau qui est de retour là, en Abitibi, mais Audrey Juteau était un petit peu plus vieille que moi. Puis elle était au Centre de musique et de danse à Val-d'Or. Puis elle était partie à Montréal aller faire ses études en danse. Puis elle devenait professionnelle. Donc j'étais comme, OK, mais il y a quelqu'un qui le fait, donc qui vient de l'Abitibi, donc c'est possible de le faire aussi, tu sais. Ouais. J'ai suivi un peu son élan. La première étape, ça a été la formation. Donc, tu es allé à quel endroit pour te former? Je suis allée premièrement à Drummondville. OK, quand même. Destination soleil, c'est bien. Non, là, Drummondville. Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a un gros cégep de musique là, et de danse, j'imagine, ouais. De musique et de danse. Puis, en même temps, c'était parfait parce que, tu sais, petite fille de l'Abitibi à 17 ans, débarquée à Montréal... J'avoue que c'était beaucoup, là, comme c'est beaucoup d'étapes, là. Quitter la région, quitter genre le milieu familial, puis quitter tout, bref. Changer son char de bord de rue à tous les 15 minutes. Donc, ouais, fait que je suis allée à Drummondville, puis c'était vraiment parfait, ça, parce que c'est ça, le cégep, la formation, elle est super, c'est
je suis allée chercher beaucoup ma technique, en fait, dans la danse. Puis, en même temps, il y a aussi un super programme de musique. Donc, j'ai créé plein de liens avec des amis que j'ai encore, musiciens. Puis, c'était super révélateur là, comme moment. Justement, on était beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur de Drummondville. Donc, on s'est retrouvés à créer comme un espèce de microcosme là, autour du cégep de Drummondville, de gens qui habitaient, comme j'habitais là, en face du cégep. Là. Je débarquais en pyjama dans mes cours. Les cégeps en région, c'est ça qui est le mieux. Là. C'est parfait parce que le campus, c'est la ville, puis t'es à côté tout le temps. Puis... Ouais, c'est ça. Mais ouais, puis, tu sais, bref, ça a été vraiment un beau 2 ans. Il y a eu la grève aussi, tu sais. Donc là, il y a comme eu tout un rapport d'ouverture au monde, là, comme puis de conscience sociale, puis de solidarité, comme je découvrais la vie. Là. Tu parles de la grève de 2012 Printemps érable? Pour les frais de scolarité, le printemps érable, oui? Non, mais avant ça, il y en a eu d'autres. En 2010? Non, c'était en 2004. Oh, OK. Okay. Ça fait un bout qu'on se bat pour les frais de scolarité, ça veut dire? Ouais, c'est pas nouveau, man. Ça a commencé avec Platon, mais ça fait un méchant bout. OK, en 2004-2005, tu débarques à Drummondville, tu te formes là pendant 2 ans. Ouais, pendant 2 ans. Puis après ça, ça c'était un préuniversitaire, là, c'était 2 ans. Puis là, après ça, je voulais aller à une école qui s'appelle l'ANMI, qui maintenant s'appelle l'École de danse contemporaine de Montréal. Puis c'est une école qui est super contingentée, puis c'était vraiment l'école où je voulais aller. J'ai fait l'audition pour une première fois, puis j'ai pas été prise. Donc là, j'ai commencé à aller chercher d'autres formations ici et là. Fait que je suis allée à l'UQAM. Il y a un bac en danse à l'UQAM. J'ai fait une session, puis j'y trouvais pas vraiment mon compte à ce moment-là. Donc, je suis allée à School of Dance à Ottawa, qui est une école professionnelle en danse. J'ai fait une session aussi là, puis ça, j'ai vraiment trippé. Mais, entre-temps, j'ai été finalement prise à l'ANI. J'ai refait les auditions, puis là, j'ai été acceptée. Puis, donc là, j'ai déménagé à Montréal. Puis j'ai commencé un 3 ans de formation intensive à l'ANI à Montréal. Les auditions, là, parce que tu sais, mettons, je prends les auditions de théâtre, normalement, souvent, c'est des pièces que tu choisis puis que tu présentes. Toi, pour la danse contemporaine, c'est-tu des numéros que tu as créés ou c'est des pièces qui existent déjà que tu dois Comment ça fonctionne, une audition, dans ce sens-là? Ben, c'est une bonne question. Puis en plus, c'est vraiment drôle parce qu'aujourd'hui, en fait, j'enseignais aux auditions pour ceux qui veulent rentrer à l'ANMI, à l'École de danse contemporaine de Montréal. En fait, ça se passe, tu sais, c'est quand même un gros processus, là, les auditions pour les écoles de danse. À l'École de danse contemporaine de Montréal, c'est en 2 étapes. Fait que la première étape, c'est tu vas faire une classe technique. Fait que une classe technique, c'est comme ça dure 1h30, puis tu as différents exercices vraiment plus par rapport à la technique, par rapport à ton amplitude, par rapport à le rapport au sol, au poids, à la musicalité, ta capacité à sauter, à tourner, à te déplacer dans l'espace. Fait que là, tu as comme un jury qui est là puis qui t'observe pendant que tu as un prof qui t'enseigne des exercices que tu dois mémoriser aussi. Il y a tout le rapport de mémoire, le rapport de coordination. Bref. En tant que danseur, on est habitué à des classes techniques. Ouais. Mais c'est quand même la chose la plus stressante du monde, là, faire une audition. Ouais, je suis sur le nerf juste à t'écouter. Mes épaules montent. J'imagine danser. Mathieu, on s'inscrit à l'École internationale de danse contemporaine l'année prochaine? On l'essaie. Je vais vous donner des cours. Mais peux-tu dans faire la ce chorégraphie de ce Nexmania? premier tour-là, aussi, après ça, il y a une classe d'improvisation. Et là, c'est ça que j'enseignais aujourd'hui. Puis ça, l'improvisation, c'est cool. Ben, moi, c'est ma tasse d'été aussi, là, mais
Ça te permet de montrer un peu plus tout ton monde intérieur, ta créativité, ta capacité à créer sur le moment. Donc, c'est tout plus le rapport créatif. Fait que ça, c'est comme le premier tour. Après ça, ils font une sélection et ils en choisissent 40. Comme, Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ouais, exact. C'est le tiers. Là. Ouais. Je pense cette année, il y avait 120 personnes, je ne sais pas trop, mais oui, c'est des grosses coupures. Là. Puis là, après ça, il y a un deuxième tour, et là, même processus, classe technique. Puis là, il y a des exercices plus de création en groupe, d'improvisation encore. Puis là, tu présentes un solo. Que ça peut être un solo... soit de répertoire, c'est-à-dire une pièce qui existe déjà, ou un solo que toi-même t'as créé. Toi, t'avais-tu présenté quelque chose de répertoire, quelque chose que t'avais créé? Non, c'est vraiment une bonne question. Mais non, j'avais présenté une création, puis j'aimerais tellement ça voir ce solo-là. Nous aussi. Ouais, vraiment. On est curieux. J'étais dans un trip, là, genre, c'était full expérimental, tu sais, puis comme, j'avais, pour créer mon solo, j'avais mangé des clous de girofle, fait que là, ça l'amenait comme une espèce de goût vraiment amer. Là, j'avais fait toute une gestuelle, tu sais, vraiment dans l'amertume, mais vraiment pris dans le corps, puis je faisais pas grand-chose, là. Mes pieds bougeaient pas du sol, là, juste pour vous donner une idée. Puis j'étais tellement dans mon trip, j'étais avec un de mes amis qui avait composé la musique. Puis là, pour la composer, il avait pris du sampling d'objets qu'on lançait. Fait que là, j'y garochais des clous qui étaient en train d'enregistrer avec son petit micro. Et puis, j'ai présenté ça. Mais là c'est ça. Parce qu'on jouait aussi avec... Dans la composition musicale, on a joué avec comme tout le côté du Larsen, du feedback. Fait que c'était super dissonant. Pour vrai, quand j'y repasse, là, je peux pas croire que j'ai présenté ça à l'audition. Mais en même temps, t'as quoi? T'as 20 ans à ce moment-là, t'as le goût juste de créer. Tu l'as représenté du punk de danse. C'était vraiment punk. Mais, tu sais, admettons, quand je parlais après ça avec mes amis qui avaient présenté leur solo, j'étais comme, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, c'était beaucoup dans la prouesse technique, puis de montrer toutes leurs capacités. Puis là, j'étais, shit, tu sais, j'ai vraiment pas fait la bonne chose, là. Moi, je faisais juste ça, comme, avec une musique vraiment intense. Puis une haleine de clous de girofle vraiment forte. Oui. En tout cas... Ben, ça a fonctionné, dans le fond? Ben oui, ça a fonctionné. Ça, je sais pas, t'as marqué quand même grâce à ton intensité, je sais pas. L'originalité, la création, tu sais. Ouais, ça devait être l'affaire la plus différente qu'ils ont vue dans cette journée-là, c'est ça, tu sais. Mais j'aimerais savoir s'ils ont des archives ou des auditions. Je vais leur demander, là, parce que pour vrai, c'est mémorable. Si tu réussis à faire les enfants de la télé, à un moment donné, ça va passer, pas mal sûr. C'est du stock à enfants de la télé, ça. J'ai hâte. Si on fait l'audition, Pierre-Marc, on pourrait faire une chorégraphie sur Mon frère de France d'amour. Ça, c'est-tu te jouer à la cachette d'une drôle de manière? Ça pourrait être notre tune, ça. On pourrait faire ça là-dessus. All right. Ça m'inspire. C'est bon. On va essayer de faire quelque chose d'aussi épique. Ben travaille sur une chorégraphie, là. Ouais, Ben, tu vas être notre maître chorégraphe. C'est bon, ça? Et ben, OK. Puis on va aller présenter ça à Élise à Montréal, mais que ça donne. Ce que j'ai compris, c'est qu'il faut que je mange bien du clou de girofle, puis ça va bien Puis je vais te pitcher des cossins, tu taperas, ça va être nice. C'est bon, c'est bien parfait. Puis ça, c'est un autre de tes chapeaux, là. Je dis ça en joke à Ben, mais t'es chorégraphe aussi, tu fais beaucoup de chorégraphie. Oui, un peu, de plus en plus. Ça, c'est une autre affaire, parce que tu sais, je te parle beaucoup d'une perspective d'un gars qui connaît plus le monde théâtral. C'est facile pour moi de travailler puis écrire quelque chose. Bien facile. Je prends un crayon, puis j'ai un pad, puis je commence. Tu dois pas commencer de même. C'est sûr que ça te prend un studio. C'est quoi le processus créatif en arrière de la chorégraphie? C'est comment qu'on travaille là-dessus? T'sais?
Ben, il y a beaucoup de, tu sais, il y a autant de processus, de différents processus que de création, je pense. Mhm. Euh, mais moi, la manière que je crée, c'est beaucoup par des explorations. Fait que, tu sais, souvent, je vais aller en studio puis je vais improviser pendant vraiment longtemps. Mhm. Puis souvent, j'aime me filmer. Des fois, non. Puis, mais ce qui en ressort de ces improvisations-là, ce que je me rappelle qui était vibrant puis qui faisait du sens, là, je vais reprendre ça. Puis là, après ça, je vais retravailler ces improvisations-là. Euh, selon différentes textures, selon différentes compositions et tout. Puis là, je vais en faire une création. Mais tu sais, souvent, je vais partir aussi d'inspiration avant de juste rentrer en improvisation. Puis là, ça dépend de mon mood, là. Mais comme je te dis, là, ces temps-ci, je travaille sur, sur les plantes. Puis donc, je fais plein de lectures sur différentes espèces indigènes du Québec. Puis je trouve ça vraiment trippant. Puis dans le fond, je vais aller chercher des caractéristiques de certaines plantes, certaines propriétés, puis je vais voir comment je peux les approprier dans mon corps, comment ça peut se traduire dans mon mouvement. Puis là, de là, je vais prendre ce qui m'intéresse, puis je vais davantage le peaufiner. Mais tu sais, c'est ça. Après ça, il y a tellement de différentes manières de créer. Il y a des gens qui vont partir vraiment plus de la forme, du mouvement, d'aller travailler sur des contes. Moi, je reste quand même beaucoup en improvisation, en exploration. Je garde des structures quand même très, très ouvertes. Si tu fermes pas de porte, tu te laisses toutes les opportunités de pouvoir l'apprécier puis l'ajuster à ta manière. Ouais, je pense que c'est ce qui fait que pour moi, ça reste ultra vivant, en fait, tout le temps, cette danse-là, puis que ça continue à m'intéresser, en fait. En danse, c'est pas toujours tes idées de base. Souvent, ça peut être une commande que tu reçois de l'extérieur, j'imagine, des clients ou comment ça fonctionne. Il y a des boîtes de production qui peuvent t'apporter. Ben moi, j'aimerais ça un spectacle sur tel thème. Donc, as-tu quelque chose à me proposer ou des dépôts de projet dans le fond? Ben, tu vois, comme j'ai travaillé quelques fois avec le cirque, tu sais, puis là, le cirque, c'est comme, OK, ben, j'ai tel numéro, puis là, tu sais, souvent, eux sont beaucoup dans le narratif, fait que, OK, on parle de la dualité entre deux groupes, fait on dirait un numéro de 2 minutes, fait que là je vais être beaucoup moins en improvisation, puis là, je vais être plus structurée, mettons. Quand c'est des commandes, je vais être vraiment plus structurée. Parce qu'il faut le transmettre, puis pour le contexte aussi, c'est plus approprié. Mais ouais, fait que là, OK, je veux une dualité, donc je vais partir quand même de mouvements qui me font triper moi, puis je vais essayer de les moduler, puis en travaillant beaucoup aussi avec les artistes, là, je comprends comment écrire cette chorégraphie-là. Mm-hmm. Ouais, je trouve que c'est vraiment important. C'est ça qui me fait triper, en fait, de chorégraphie. C'est comme la relation aussi avec les artistes. Moi, ça, des collaborations avec d'autres artistes de d'autres genres dans des spectacles de musique, avec des bands, c'est-tu quelque chose que tu as fait beaucoup aussi? Ouais, quand même. Ouais, okay. Quand même beaucoup. J'aime ça, pouvoir... j'aime la collaboration, j'aime le partage, qu'on s'échange des idées, puis c'est super intéressant les différentes disciplines parce qu'on aborde l'art de différentes manières, puis ça devient ultra complémentaire, en fait. Ça donne un tout très complet, ouais, c'est ça. Ouais. Super. Je vois le temps qui avance, mais tu as aussi été à l'international avec la danse. Tu as voyagé, ça t'a fait voyager? Ouais. Ouais, comment c'est venu, ça, les participations à l'international sur les scènes de l'Europe aussi, je pense, des États-Unis? Ouais, j'étais allée pas mal en Europe. Je travaille, entre autres, avec une compagnie
qui s'appelle Danse Carpe Diem du chorégraphe Emmanuel Jutte. Puis avec cette compagnie-là, on a été invité à plusieurs reprises en Europe. Soit pour transmettre une pièce, où on a été aussi invité en résidence de création. Ça, c'est vraiment trippant. C'est comme 2 semaines où on est allé en Italie, aller créer dans un studio là-bas. Sinon, il y a beaucoup d'échanges entre le Québec puis l'Europe, puis dans des festivals, par exemple, où on est invité à aller présenter des pièces. Ouais. J'ai aussi une amie qui habite là-bas, puis on a collaboré ensemble. On a eu un long processus ensemble, puis on l'a présenté à Berlin, à Londres, en Suède. Ouais, c'était super. Puis le contact avec le public en France, tu sais, je sais, nous, entre autres, on est des gars d'impro. On le sait que la scène de l'impro en France, c'est très différent qu'au Québec. En danse, le contexte, y a-tu présenté différemment l'attraction du public, l'attractivité pour la danse? Y a-tu. Ben, tu sais, en Europe, le public est quand même vraiment plus développé qu'ici. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un gros marché en Europe pour la danse contemporaine. Là. Il y a quand même beaucoup de publics qui sont intéressés. Fait que, tu sais, puis ben, c'est l'art du corps. Fait qu'il n'y a pas la barrière du langage. Comme ouais, je trouve que la danse contemporaine, ça voyage vraiment très, très bien, tu sais. Puis, autre aussi qu'en Europe, tu sais, il y a quand même une facilité à transmettre la danse. Ouais, tu pourrais aller danser en Asie, puis tu vas te faire comprendre très bien, là, même si tu parles Ben pas oui, un mot de tout à mandarin. fait. Super. Tout à fait. Puis il y a des gros shows de télé, justement, comme Révolution à TVA, tout ça. Est-ce que tu trouves que ça a un impact positif pour la danse au Québec au niveau de sa visibilité? Tu le sens-tu? Commences-tu à le sentir un peu? Énorme. Maintenant, quand je dis ah ouais, tu sais, je fais de la danse contemporaine, les gens, ils ont une référence directe. Ouais. Tu sais, avant, c'était comme ah, tu danses pour les grands ballets. Puis je dis, ben, non, tu sais, c'est vraiment, vraiment pas la même chose. Ouais, non. Ou ah, tu dois danser pour le Cirque du Soleil. Puis comme, ben, je pourrais, mais c'est pas juste ça. Là, maintenant, quand on parle de danse contemporaine, les gens, tout de suite, ils comprennent, tu sais. Puis il n'y a pas la question, hey, c'est quoi la danse contemporaine? Mais, mais c'est super pour ça. Déjà, là, juste que la danse contemporaine existe dans l'imaginaire, c'est vraiment, vraiment génial. Puis Jean-Marc Généreux qui réagit fortement à des performances incroyables. J'en prendrais toujours plus. Celui qui dit tout le temps « Je veux voir la Révolution! » Ouais, c'est pas mal ça. Ma blonde l'a écouté une couple de fois. Les scènes de Révolution, c'est... C'est buzzant. Tu sais, moi, c'est ça. Je suis pas pour dire le public cible de la danse, mais j'ai écouté quelques émissions de Révolution, puis je voyais les arrêts sur image, les moments Révolution, j'ai fait comme... Oh, ouais, quand c'est bien fait, c'est impressionnant. Ça s'est passé dans un quart de seconde, mais ils ont fait ça, hein? La précision du mouvement. Là. Ça t'a-tu déjà attiré d'aller à des concours comme ça? Que ce soit Révolution ou d'autres concours? Non? Non, ben c'est vraiment pas mon trip, en fait, puis je respecte vraiment ça, puis c'est super pour ceux qui ça les attire, mais moi, la compétition en général, là, je suis pas capable. J'ai jamais été baignée là-dedans. Tu sais, pour moi, la danse, ça a vraiment jamais été dans ce rapport-là. Fait que d'aller la mettre en compétition, là, je comprends plus ce que je fais. Ouais, puis il y a tout le côté télé ou l'émotion, puis tout le backstory des participants souvent qui rentrent là-dedans. Puis là, en plus de l'émotion de la performance, qu'on en beurre épais. Là, ça fait des bons shows de TV. Mais, mais c'est une bonne... Ouais, c'est ça. Pour ceux qui participent, puis pour le public québec québécois, ça donne... c'est de l'éducation. Ça fait connaître. C'est sur
des grands réseaux ailleurs de grande écoute, c'est sûr que ça... Ouais, puis tu sais, là, au Québec, tu parles de révolution, mais aux États-Unis, c'est l'enfer. Là, les So You Think You Can Dance, puis toutes les choses. Là, la danse a vraiment pris une place importante au niveau de la télévision. puis c'est pas mal. je trouve ça cool que ça soit des Québécois, parce que, tu sais, mettons, moi, quand j'étais ado, ben là, la référence que j'avais, c'était les Jabberwockies, mettons, qui était la troupe de danse, qui étaient les big stars de la danse aux États-Unis à ce moment-là, tu sais, puis ils étaient hot avec le masque blanc, c'était badass, tu sais. Mais, mais là, au moins, tu sais, c'est des, tu sais, il y a des Québécois, puis c'est des gens justement, qui font aussi de la tournée dans différentes compagnies qu'on peut voir dans nos salles, là, qui se promènent même en région, puis tout ça, fait que c'est le fun. C'est un peu comme La Voix, dans le fond. Mais Exact, c'est le même c'est principe. Les Québécois, Mhm. mais pour la danse. Mhm. C'est bien fait. Sarah-Jeanne Labrosse fait un bon travail d'animation. T'as rien à dire là-dessus. Je peux pas trop rebondir, vas-y. As-tu des questions, Ben? Non, pas de questions. Tout le monde est bien d'accord avec tout ce qu'on dit. Il n'y a pas de contestation. On est d'accord? Merci beaucoup, Élise Bergeron, d'avoir été là pendant cette belle heure. Hey, merci. Je me suis pas trompé de nom. Mais non, J'ai bien réussi. Puis, dans le fond, si on veut voir le spectacle, ben, ça se passe au Théâtre des Esquerres à Amos, le samedi 12 février, c'est à 15h. Et au Théâtre du Cuivre à Rouyn-Noranda, le 13 février, à 15h également. Et là, vous êtes de retour, donc 2 voyages en Abitibi, dans ta région natale. Ensuite, le 4 avril, ça va être à Val-d'Or pour le scolaire. Et le 5 avril également. Puis à Ville-Marie, le 7 avril, toujours pour le scolaire. Et puis à la Maison de la Culture de La Sarre, le 8 avril, à 18h30. Donc, tu vas aller partout dans la région. Ben là, en fait, c'est faux, là, parce que la compagnie le spectacle va le faire, mais moi, je partage mon rôle. Oh, OK. Fait que tu ne feras pas tous les shows. Ouais. Tu vas faire Non, la première fait que tournée. je fais Amos puis Rouen. OK. Bon. Même pas Val-d'Or. Même pas Val-d'Or? Même pas. C'est un scandale. Ta Ta ville d'origine. Je sais, mais j'apprends à lâcher prise. Ouais. C'est correct. C'est parfait. C'est parfait comme ça. J'ai déjà assez dansé sur cette scène-là. De toute façon, sinon, ça créerait de l'anxiété puis ça serait un antithèse à la thématique du spectacle. Mais merci beaucoup d'avoir participé à cette première édition des Beaux Dimanches 2.0. Et voilà, c'est officiel. Maintenant, on a des démissions. On va sûrement recevoir des plaintes de Radio-Canada bientôt. Mais nous les recevrons avec beaucoup d'amour. On va recevoir l'Ombudsman de Radio-Canada. Yeah! Merci beaucoup, Élise Bergeron. Bon spectacle. Merci. Bonne relance aussi. Profitez-en. Bonne relance, oui. Des shows tout ça pendant que ça continue. On attend ta prochaine création sur le chêne et le roseau des Cowboys fringants. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Création sur cette chanson. J'ai hâte de voir ça, puis le tape d'audition. Si tu le retrouves, faut que tu nous envoies ça aussi. Oui, c'est vrai, ça serait... oui, genre ça dans l'univers, là, j'aimerais vraiment ça. Faut absolument retrouver ça. Merci beaucoup, Pierre-Marc. Merci, Matt. Merci beaucoup, Benoît. De rien. Merci à tous les gens qui étaient là. N'hésitez pas à partager. Ceux qui écoutent aussi en rediffusion, commentez, posez vos questions, puis on les redirigera à Élise lorsque ce sera le temps. Merci beaucoup tout le monde. Et merci au Théâtre du Cuivre aussi et au Théâtre des Esquerres pour cette belle collaboration. Au plaisir de vous retrouver. Appropriation culturelle.